Mes chers amis, bonjour. Je vous retrouve une fois de plus avec une très grande gaieté de cœur pour parler d'un sujet super intéressant. On va parler des élections présidentielles prochaines, on va parler du débat Zemmour-Mélenchon. J'ai regardé aussi un peu le débat des écologistes que je me suis infligé. Et ça va être un plaisir de vous en parler pendant une petite demi-heure aujourd'hui. Mais d'abord, générique. Mes chers amis, ah quel plaisir de prendre le micro. Je me suis infligé toute une série de débats télévisés ces derniers jours et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on en parle parce que c'est important. La présidentielle arrive en 2022, les Français vont élire un nouveau président, une nouvelle présidente. Et bon, il faut dire que le paysage politique actuel est complètement dévasté, hein. C'est très difficile, pour moi en tout cas, très difficile de se repérer, de savoir ce qui se passe, si les uns comme les autres ont encore la moindre crédibilité pour gouverner. Le Covid n'ayant rien arrangé, bien sûr, je pense que, enfin, je sais pas, je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai l'impression que le Covid a aussi agi un peu comme une espèce de révélateur, finalement, de l'impréparation. Et puis, bon, c'est vrai que c'est assez drôle quand tu sors d'un an et demi de pandémie de voir un Zemmour, finalement, axer sa réflexion sur l'islam. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, on est toujours rattrapé par l'histoire. Alors que ce débat Zemmour-Mélenchon, qu'est-ce que je peux en dire? Moi, au début, je suis pas particulièrement pour l'un ni pour l'autre, donc je peux en parler. C'est avec une certaine émotion que je vois Zemmour, qui a depuis bien 10-15 ans énonce ses idées, voilà, en tant que journaliste, avec non sans un certain talent, prendre maintenant, ou essayer de prendre la position de l'homme politique. Euh, je suis assez ému pour lui. Je me dis que c'est un pas qu'il devait franchir à un moment donné. Lui qui estimait que peut-être un jour ses idées seraient reprises par un quelconque homme providentiel. Et puis en fait, il s'est dit bah, finalement, à moi d'y aller, quoi. Et je pense que c'est hyper important enfin, moi, c'est un leitmotiv de vie que je trouve assez sain à un moment donné de se regarder dans le miroir et de dire bah, pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, pourquoi finalement ça devrait être quelqu'un d'autre. Bon, alors, face à Mélenchon, il se fait vieux, ça se voit, il est très très rodé à l'exercice. Euh, j'ai trouvé Mélenchon pas très bon. J'ai pas trouvé Zemmour extraordinaire, j'ai pas trouvé Mélenchon extraordinaire non plus. Euh, Mélenchon, je l'ai trouvé bon, plus brillant, plus flamboyant, plus précis aussi, plus habile. Je le trouvais finalement assez peu compréhensible. Alors, il parle de créolisation. Alors, oui, le premier truc qui m'a marqué, c'est quand il a parlé de créolisation, donc j'ai pas trop compris. Puis alors, il explique, oui, en fait, vous voyez, nous sommes un creuset de cultures diverses qui se rassemblent et fusionnent pour former quelque chose de nouveau. C'est extraordinaire, tu vois, avec des trémolos dans la voix. Bon, j'ai pas très bien compris le projet. Enfin, est-ce qu'il est en train de décrire quelque chose qui se passe, ou est-ce qu'il est en train de décrire quelque chose qui est un projet de société, qui est ce qu'on veut faire? C'était pas très clair, en fait. Il a parlé du Moyen Âge, alors ça tombe bien. Il a parlé du Moyen Âge pour expliquer que voilà, il y avait tout un tas de peuples. La France avait toujours été, voilà, l'éternelle rengaine de la France qui a toujours été un territoire d'immigration, un territoire pluriel, varié, etc., etc. Ce qui est vrai. La France a été, enfin, l'unification de la France dans sa langue, dans sa structure politique, est relativement récente. C'est vrai. Hein, en tant que passionné d'histoire, je confirme. Maintenant, je dirais que euh, cette fusion des peuples, déjà, ça prend pas, ça se fait pas en un jour, et puis ça ne se fait pas sans heurts. La fusion des peuples français, des différents peuples sur le territoire de France pour aboutir à la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est des guerres et du pillage. Faut quand même que M. Mélenchon s'en rende compte. Tout ça, c'est des guerres et du pillage, que ce soit la Normandie, le Sud-Ouest, avec le massacre des Cathares, la mise au pas une partie de cette région par le roi de France au
XIIIe siècle, pardon, je connais moins, pas très bien mes dates, mais donc ça est loin de s'être fait sans heurts. Le roi de France a mis des siècles en fait pour asseoir son autorité politique sur un territoire très, très divers et très fragmenté, avec des langues diverses. Mais enfin, prendre ça comme modèle de la société actuelle en disant tout va s'arranger parce que nous allons converger vers un idéal commun, etc., etc., bah oui, dans 200 ans. Le problème, c'est aujourd'hui. Et c'est là où moi j'ai un problème avec. Alors, moi là où je suis l'actualité française, le terrorisme islamiste, pour moi, a pris un nouveau tournant dans le meurtre de Samuel Paty. Jusqu'ici, on avait vu le terrorisme islamiste et puis on pouvait arguer, voilà, il y a des fous partout, c'est affreux, c'est tragique. Charlie Hebdo, le Bataclan, bon. Mais il y avait toujours une espèce de, comment dirais-je, moi j'ai toujours perçu ça comme quelque chose de relativement marginal, dans la mesure où, bah, dans le cas de Charlie Hebdo, en fait, le terrorisme islamiste s'était attaqué à, je dirais, une enseigne journalistique qui s'est distinguée par la provocation, et donc il pouvait s'agir d'un meurtre politique. Dans le cas du Bataclan, là, on pouvait l'assimiler à du terrorisme aveugle, je dirais, comme pour le World Trade Center, c'est-à-dire les gens, bon, bah, ils étaient là, c'est affreux, c'est tragique, ils étaient là, c'est la fatalité aveugle qui s'était battue sur eux à ce moment-là. Dans le cas de Samuel Paty, c'est un peu différent, je trouve, parce que on s'attaque non plus seulement à une grande enseigne, pour ainsi dire, comme Charlie Hebdo, ni à un homme au hasard dans la rue. On s'attaque à un fonctionnaire de la République pour avoir fait son travail. Et c'est pas seulement le résultat d'une folie psychiatrique. Non, c'est des familles musulmanes qui ont fait monter la pression, qui ont monté en épingle une affaire parce qu'ils n'étaient pas contents que finalement on mette sous les yeux de leurs enfants une caricature de Mahomet. Et là j'ai un gros problème, parce que on attaque la France à la fois dans ce qu'elle a de plus, je dirais, on attaque la France dans ce qu'elle a de plus quotidien, dans la granularité la plus atomique de son tissu social, éducatif et symbolique. Un prof, il y a quelque chose de sacré. C'est à la fois c'est le plus petit atome qui retient le pays, je dirais en un sens qui empêche le pays de basculer dans la barbarie, qui au quotidien est sur le terrain pour instruire les élèves, pour instruire les enfants français sur qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que les valeurs de la France et qu'est-ce que ça veut dire de vivre en France. Et quand un prof te dit, voilà, ici, on peut faire des caricatures de Mahomet, c'est la France. Donc, quand on attaque ça, et dans un meurtre aussi horrible que la décapitation, pour moi, on est passé dans on est passé dans quelque chose d'autre, en fait. Et bien que je ne sois pas, bien que j'ai du mal à suivre Zemmour dans le fait qu'il axe toute sa réflexion sur l'islam, parce que je pense qu'il y a bien d'autres problèmes que l'islam, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir une part de vérité dans ce qu'il dit. Maintenant, bon, sur le débat, pour revenir sur le débat, donc voilà, la créolisation, pour moi, concept assez ambigu, assez flou. Est-ce qu'on parle d'un programme? Est-ce qu'on parle d'une réalité? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Enfin, si c'est une réalité, je dirais historique, il n'y a ni à s'en réjouir, ni à s'en lamenter. Enfin, je veux dire, c'est une réalité, c'est tout. Il faut peut-être l'accompagner, mais et de l'autre côté, mais enfin bon, il me paraît complètement, il me paraît bien naïf de croire que un pays peut tenir le choc de, de diverses cultures qui se mélangent en son sein. Enfin, ça me paraît très compliqué. Ça, c'est un autre débat, on pourrait dire, le débat sur le multiculturalisme. On va parler des États-Unis. Alors, moi, on peut parler de la France au 8e siècle et me dire, regardez toutes les peuplades qui sont arrivées en France. Et pourtant, nous sommes devenus ce pays incroyable. Oui, oui, 5 siècles plus tard, mais oui.
Ou les États-Unis. Regardez tous ces gens qui sont arrivés sur les États-Unis d'horizons divers et variés. Non, pas d'horizons divers et variés. C'était globalement plutôt des Européens. Ils avaient globalement tous la même religion. Et puis, bon, au départ, l'immigration aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. Au départ, c'est surtout de l'immigration irlandaise et allemande. Et on retrouve d'ailleurs ces traits de caractère dans la manière dont l'Amérique a de se constituer aujourd'hui. Alors maintenant, voilà, on voit plus des populations latines, on voit plus des... bon, le paysage change. Le paysage change. De toute façon, le paysage démographique d'un pays change continuellement. Euh, mais bon, voilà, créolisation, bon, c'est bien gentil, mais... Et quoi? Ensuite, bon, Zemmour, voilà, c'est islam, islam, islam. Bon, alors au début, ok, très bien, l'islam, et puis l'islam encore, et en fait, tout est l'islam. Sa vision sur, en fait, sur tous les autres sujets, j'ai trouvé assez peu convaincant. Euh, Parce que il parle, alors voilà, il a le discours sur l'économie, il a un discours un peu libéral. Voilà, l'État est devenu obèse, on paye trop d'impôts, qui est plus un discours de bistrot qu'autre chose. En fait, c'est pas un discours qui, à mon avis, est à la hauteur de l'ambition. Euh, et voilà, enfin, moi, j'étais un peu déçu. Enfin, de toute façon, est-ce qu'il y a à être déçu? Quand on sait le nombre d'années que ces deux personnes sévissent, il n'y a pas vraiment à être déçu, mais je veux dire, c'est dommage parce que le débat en fait est formaté par le journalisme. Et il y a un moment où je sais plus je sais plus à quel moment exactement, mais Zemmour et Mélenchon commençaient justement à débattre d'histoire ou à rentrer dans le détail de l'islam ou de rentrer dans le détail de la théologie ou l'histoire ou quelque chose comme ça. Et les journalistes les ont interrompus en disant bon, c'est pas un débat d'histoire. Ouais, mais c'est pas un débat d'histoire, d'accord, mais je veux dire, c'est l'élection présidentielle. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut prendre une hauteur de vue sur les enjeux qui se passent. Parce que sinon, on comprend rien, on est juste dans... Et ça, c'est peut-être un des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, si j'étais sur un plateau de débat aujourd'hui, que ce soit à BFM ou à RMC ou LCI ou quoi, je serais tenté de commencer le débat ou l'interview en expliquant que de toute façon, la manière même dont le débat est construit empêche toute option créative pour empêche toute prise de position créative sur les sujets. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on discrétise tous les problèmes. Là, on dit voilà, on va prendre une demi-heure pour parler de l'islam, on va prendre une demi-heure pour parler de la sécurité, on va prendre une demi-heure pour parler de l'écologie, on va prendre une demi-heure pour parler de l'Europe. Et en fait, en discrétisant les problèmes comme ça et en laissant aussi peu de temps pour en discuter, on comprend plus rien. C'est ça qui se passe. Et le truc, c'est que, en fait, le débat devient, enfin, les questions, en tout cas, l'orientation du débat par les journalistes, ça devient une série de problèmes qu'il faut résoudre. Alors, comment vous résolvez ce problème? Comment vous résolvez ce problème-là, et puis ce problème-là, et puis ce problème-là? Et en fait, le président de la République ou le candidat à la présidentielle, ça devient une espèce de problème solver. Et puis qui dit voilà, moi j'ai des solutions, ça va être de faire telle chose. Et le problème, c'est que ça devient super idiot en fait, parce que en fait, il n'y a plus aucun enjeu, il n'y a plus aucune possibilité de poser les enjeux de ce débat et de comprendre ce qui relie ces problèmes les uns aux autres. Parce que le problème, c'est pas on est différentes difficultés à régler séparément. Le problème, c'est de comprendre pourquoi ces difficultés, elles sont reliées les unes avec les autres et que en fait, elles sont peut-être solubles dans une direction qu'on aura prise. Et c'est peut-être un des problèmes, je pourrais rattacher ça à mon expérience du privé où finalement, moi je suis un ingénieur, on est beaucoup dans l'attitude problem solving, alors comment je résous ce problème, comment je fais ça, comment je fais tel truc, on me demande de faire un truc, comment je le fais. C'est beaucoup de comment. Et à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi et quoi. C'est pas seulement comment je vais faire pour arriver à tel endroit, c'est où je vais. Où je vais. Si je dois faire... si je dois faire 3 projets techniques différents et que j'ai le temps que pour un, lequel je fais et selon quels critères je choisis en fait. Et ça, c'est hyper important. Et il n'y a pas de science de ça. Il n'y a pas de chiffres qui te permettent de parler de ça. Quoi qu'en disent les obsédés de la data en tout genre, aucune donnée ne peut te donner à toi-même le sens. Et qu'est-ce qu'on fait quand on élit un président de la République? On élit quelqu'un qui va donner à la France sa dynamique et sa direction. C'est pas un problème solver, le gars. C'est pas un ingénieur. Le problème, c'est qu'on voit tout sous le prisme de l'ingénierie en ce moment, j'ai l'impression, dans les sociétés occidentales. Tout est vu sous le prisme du problem solving.
Et, c'est complètement, enfin, ça court-circuite toute possibilité de poser des enjeux et de donner une direction à l'action publique. Et, là-dessus, au départ, je suis plutôt pour Zemmour dans le sens où il semble avoir compris que les enjeux d'une élection présidentielle, c'est avant tout l'identité. Bah oui, c'est toujours l'identité en fait, quand on y réfléchit bien. C'est toujours la culture. Imaginez, vous êtes dans une entreprise. Qu'est-ce qui est fondamental pour un chef d'entreprise? C'est l'identité. C'est sa marque. Qu'est-ce que c'est qu'Apple? Tu vois, genre, t'es chef de compagnie, t'es le chef de la boîte Apple, t'es le chef de la boîte Microsoft. La question que tu dois te poser en permanence, c'est qu'est-ce que c'est qu'Apple? Qu'est-ce que c'est que Microsoft? Qu'est-ce que je veux que mes utilisateurs comprennent de ma marque? Et bien, c'est pareil pour un pays, en un sens. On va, voilà, à différentes échelles, mais c'est un peu le même problème. Qu'est-ce que c'est la marque France? Qu'est-ce que c'est la marque France? Qu'est-ce que ça doit être, en fait? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est 1000 ans d'histoire? Est-ce que c'est un projet de société? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une ethnie? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que voilà, c'est ça la question. Et ça, Zemmour, il a compris ça. Un peu plus que Mélenchon, je pense. Mélenchon, il dilue la question de l'identité dans des questions, voilà, justement, d'action. Voilà, c'est ce qu'on va faire demain nous définit. Non, bah non. On est aussi défini par le passé. On est aussi défini comme. De même qu'une boîte, elle n'est pas juste définie par la volonté du PDG à l'instant T de ce qui va se passer demain. La boîte, elle se définit par toute son histoire. Et son histoire, pour une boîte, c'est aussi la customer base. C'est sa base de consommateurs qui décide aussi de ce que va être la boîte. Parce que si tu essaies de vendre un produit, mais que tes consommateurs, en fait, ça ne les intéresse pas, bah, tu fais un vide. Et bien c'est pareil pour une élection présidentielle. Qu'est-ce que c'est la marque France? Qui sont nos consommateurs, entre guillemets? Et qu'est-ce qu'ils veulent voir dans la France? Les gens qui achètent, je sais pas moi, par exemple, si on prend l'exemple du luxe, qu'est-ce qu'ils achètent quand ils veulent acheter du Louis Vuitton? Quand ils veulent acheter du Chanel? Quand ils viennent voir Notre-Dame? Quand ils viennent voir... voilà. Ça ne veut pas dire que la France doit exister pour les touristes. C'est une partie de la base de consommateurs de ce que serait la marque France. C'est juste une partie. Mais c'est quand même important de se poser la question. Qu'est-ce que les gens attendent quand on entend la France? Qu'est-ce que les gens veulent voir dans la France? Et c'est pas juste... vous voyez, c'est loin de se résumer à des questions de mesure et de résolution de problèmes courants, de type comment on fait pour qu'il y ait moins de carbone dans l'atmosphère? Comment on fait pour qu'il y ait moins de chômage? Comment on fait pour qu'il y ait moins de pauvreté? Et je pense que... Mais de toute façon, que ce soit... même Zemmour, il s'est un peu planté là-dessus parce que bon, au bout d'un moment, la démographie, il parle de la démographie en permanence, à dire voilà, il y a plein de musulmans, machin, etc. Mais ou d'arabes, etc. ou de noirs. Et le truc, c'est que la démographie d'un pays, elle varie continuellement. Enfin, il n'y a pas de, tu peux pas, c'est difficile de, enfin, je sais pas, pour moi, c'est difficile de la décréter cette démographie, même si on peut avoir une direction. De toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai que bon, je l'ai pas trouvé hyper convaincant. Je dois être honnête, j'attendais un peu mieux. Mélenchon, j'avoue, je me souviens même pas de ce qu'il a dit, pour être honnête. À part la créolisation, un petit peu sur l'écologie. Bon, alors voilà. Ah oui, en 2050, Bordeaux sera sous l'eau. Ouais. Et pourquoi pas Paris? Bon, enfin. Ouais, bon, bah, voilà. Celle-là, on est dans les délires écologistes. C'est fantastique. D'ailleurs, c'était assez drôle. J'ai vu aussi j'ai la même critique à faire sur les débats écologiques. Je me suis infligé quand même 2 heures de Sandrine Rousseau contre Yannick Jadot. Soporifique. C'est des débats complètement soporifiques parce que ça va. En fait, c'est ce que j'ai décrit là, mais puissance 10. C'est-à-dire que c'est un débat d'experts. C'est juste un débat d'experts en fait. C'est quel doit être le prix de l'essence? Est-ce qu'on doit taxer l'essence? Est-ce qu'on doit faire des éoliennes? Est-ce qu'on doit faire du nucléaire? Est-ce qu'on doit faire. Vous voyez, c'est donc beaucoup de débats centrés sur l'énergie, beaucoup de débats centrés sur voilà, le bien-être animal. Débat très intéressant. C'est pas que c'est pas un bon débat, c'est très intéressant l'énergie. C'est très intéressant le bien-être animal. C'est très intéressant de savoir
Je sais plus de quoi il parlait, les transports, le mode de vie urbain, c'est hyper important. Moi, j'en ai parlé sur cette chaîne. J'ai interrogé quelqu'un là-dessus, un urbaniste. Enfin, non, il se définit pas comme urbaniste, il se définit comme paysagiste. Mais bon, voilà, je pourrais inviter un paysagiste. Je trouve que c'est des débats passionnants. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans la présidentielle? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ces thématiques-là viennent foutre dans un débat sur la présidentielle? Le seul débat sur la présidentielle, c'est quelle est ma vision de la France? Moi, je suis dans un poste de management depuis quelques années maintenant, et je me rends compte tous les jours. Je peux vous en parler de ça tous les jours. Quand vous avez une équipe, en gros, vous avez deux choix quand vous êtes un manager. Enfin, et 90% des gens vont prendre le premier choix, qui est de dire, bon bah, mon idée de manager, c'est je suis un développeur, je suis un ingénieur, plus. C'est-à-dire, je suis un ingénieur, et en plus d'être un ingénieur, je prends des décisions. C'est comme ça qu'ils voient le job. Ça, dans ma carrière, j'en ai vu 3 milliards. Tout le monde fait ça. Et puis, il y a moi qui me dit, bon, mon job, en fait, c'est l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe. Le plus important, c'est que l'équipe, elle trouve sa dynamique, elle trouve son énergie intérieure, ses motivations internes en tant qu'équipe, qui vont lui permettre, je dirais pas de s'autogérer, mais en tout cas de trouver de manière interne son tempo, sa manière de fonctionner. Et ça passe par des réflexions de culture. On a des problématiques de culture d'équipe. Mais ça doit être pareil pour la France. On doit poser les questions. Si j'arrivais sur un plateau et je disais, voilà, je vais être président de la République, je dirais, bah, la seule question à poser, c'est la question de la culture. Culture nationale. Qu'est-ce que c'est la culture nationale? Qu'est-ce que je veux donner comme énergie, comme impulsion aux 60 millions de Français et à leurs institutions? Ça va passer par les institutions, mais les institutions, c'est que des implémentations de la culture, c'est pas l'inverse. Qu'est-ce que je vais donner comme idée pour que les Français soient emmenés et sentent, qu'est-ce que je peux leur donner comme, je dirais, comme impulsion qui soit comprise par les Français, qu'ils trouvent convaincante et qui leur donne envie de se lever le matin pas pour travailler, parce que c'est pas les employés, mais pour être des citoyens français. Qu'est-ce qui peut leur donner envie d'être en France? Qu'est-ce qui peut leur donner envie de se dire, je fais partie d'un projet de société qui me correspond et qui correspond à l'histoire, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'a été la France et je dirais dans son déroulement dans le passé et puis dans sa dynamique vers l'avenir. Et ça, bah, bon, voilà, j'ai pas une réponse toute faite à donner, quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je réfléchirais en fait. De savoir qu'est-ce que c'est que la France. Zemmour pose bien la question. Je pense pas qu'il donne une très bonne réponse, mais je trouve qu'il pose la bonne question. Et de dire, voilà, alors après, bon, chacun va amener ses enjeux. De toute façon, les écologistes amènent leurs enjeux, Mélenchon amène ses enjeux, Zemmour amène ses enjeux. Chacun va essayer de définir la présidentielle par rapport à un problème qu'il va essayer de résoudre. Donc, que ce soit l'immigration, que ce soit la crise écologique, que ce soit la crise sociale, que ce soit d'autres choses. Et chacun va se définir comme ça de manière négative par rapport à un problème et il dit, moi, je vais résoudre ce problème. C'est une manière de faire. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait imaginer donner une dynamique plus positive. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, je vais amener telle chose. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément résoudre un manque, mais je vais amener telle chose. Et donc voilà, enfin, il y aurait tellement à dire sur la manière dont les débats sont formatés, sur la manière dont les politiques eux-mêmes, du coup, se formatent. Il y a un auto-formatage, j'ai trouvé. Bon, après, bon, voilà, langue de bois, enfin bon, ça c'est classique. Après, si je devais faire une analyse psychologique, Sandrine Rousseau est passive-agressive. Il y a quelque chose de... C'est une très belle femme. C'est assez rigolo parce que c'est une très belle femme, très gracieuse et tout. Mais il y a quelque chose de passif-agressif chez elle. Quelque chose qui est en fait, à chaque fois qu'on lui donne une contradiction, elle rit. Tu vois, elle rit et ça lui donne un côté condescendant qui est très désagréable. Je sais pas si c'est ce qu'elle veut, mais ouais, c'est pas la meilleure image à donner. Et Jadot, bah, soporifique au possible. Enfin, je m'endors. Quand il parle, je n'écoute plus. Quand il parle, je n'écoute plus. Je sais pas, je m'ennuie. C'est tellement ennuyeux. Mais bon, ouais, c'est... Voilà. Et... Ce qui se passe en ce moment, le paysage français politique, c'est triste parce que la droite, il n'y a plus de droite.
Le Pen, je pense que faudrait qu'elle parte. En fait, il faudrait qu'elle arrête de faire croire à 20% de l'électorat qu'elle va gagner un jour, parce qu'elle va jamais gagner, parce qu'elle est nulle. Je pense qu'à un moment donné, faut se mettre. Enfin, elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. Voilà, c'est comme ça. Hein, on n'est pas tous obligés de. On l'a vu en 2017, son débat face à Macron, elle était nulle. Elle était nulle. Elle a passé son temps à rire, voilà, à faire des attaques bizarres. Bon, elle sait pas quoi, elle sait pas faire. Donc la droite, il n'y a personne. À l'extrême droite, il n'y a personne. À l'extrême gauche, bon, il y a Mélenchon qui vieillit et qui me paraît. Le débat avec mes Zemmour, il a poussé la voix à 800 décibels au bout d'un moment. J'avais mal aux oreilles parce qu'il crie tout le temps. En fait, il crie absolument tout le temps. C'était vraiment insupportable. Euh, ça, il est vague quand il parle. Il n'y a pas de proposition. Enfin, non, il n'y a pas vraiment. Il n'y a rien de concret. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre en fait de quoi il parle. Je l'ai entendu parler 2 heures avec Zemmour et j'arrivais pas à comprendre c'était quoi vraiment vers quoi il voulait aller. Enfin, voilà, pourquoi il parle de créolisation, pourquoi il amène ça dans le débat maintenant. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, quoi. Je sais pas. Mais bon, je pense que. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a le PS, on a Hidalgo. Je l'ai pas vu encore. Mais bon, ça va être le PS, quoi. On va pas se mentir, ça va être le PS, ça va être comme d'hab. Voilà, ils vont nous faire. De toute façon, on change pas. Je veux dire, c'est des gens, on peut pas les changer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils ont une espèce de programme dans le cerveau qui leur dit comment ils doivent parler, comment ils doivent aborder les choses, et puis ils vont suivre ce programme. Et enfin, il y a rien qui va être très surprenant. Quant à Macron, Macron, je le vois pas être réélu parce que. Alors, enfin, j'espère en tout cas qu'il sera pas réélu parce que pour moi c'est vraiment le. Bon, c'est le pire. Hein. Je préfère voir Hidalgo que Macron à l'Élysée. Faut être honnête. Hein. Mais bon, après. Parce que. Ouais, je pense pas qu'il sera réélu parce que pour moi, il avait réussi à faire un coup de poker en 2017 en pariant sur la décomposition des partis traditionnels. Mais là, il me semble, je peux me tromper, mais je pense que le PS. Enfin, faut pas enterrer le PS trop vite. Autant la droite, elle est vraiment la droite, je dirais LR. Bon, ça va se transformer. J'ai l'impression en petit parti de province, sans aller beaucoup plus loin. Autant le PS, je l'enterrerai pas si vite que ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron qui en fait ont vocation à voter PS. Donc on pourrait avoir comme ça des transitions. Et la droite, bah, enfin, il y aura toujours des gens. Enfin, si Macron passe au deuxième tour, il y aura toujours. Bon, voilà, je pense qu'il gagne. Hein, je veux dire, ouais, il est quasiment sûr de gagner, je pense. Euh, Maintenant, ouais, il n'est pas impossible qu'il se fasse battre à gauche, je pense. Et Zemmour, il pourrait faire son pari. Ce que je comprends, c'est de rallier une partie de la droite populaire qui vote Front National, et de l'autre côté, une partie de la droite plus bourgeoise, CSP+, qui voterait plutôt LR, mais qui est plutôt sur la frange droite de LR, quoi. Et en fait, il veut ramener les deux, quoi. Et comme il n'est pas Le Pen, c'est là où c'est incroyable, c'est que comme il n'est pas Le Pen, bah il pourrait gagner. C'est incroyable. Et bon, peut-être qu'il va réussir, mais moi, quand je l'ai vu là en débat, j'ai dit, ouais, ça se voit qu'il a. Mais même Pascal Pro lui a dit d'ailleurs, il lui a dit, mais t'as jamais rien dirigé, mec. T'as jamais rien dirigé. T'as même pas dirigé une équipe de 5 personnes. Qu'est-ce que tu vas diriger la France? Enfin, ça va être comique, quoi. Je sais pas. Pour moi, il a pas les épaules. Pour moi, il a pas les épaules. Il a des bonnes analyses, mais sur certains sujets, mais il a pas. Voilà, c'est pas un chef, quoi. Voilà, c'est. Donc bon, mais cela dit, attention à ne pas négliger, parce que quand on dit Zemmour ne peut pas être le Trump français, Trump il dirige les entreprises et tout ça, certes, mais attention, en France, la réussite, c'est pas d'avoir dirigé des entreprises, la réussite, c'est d'être écrivain et d'avoir écrit des bouquins et d'être dans des salons mondains. Enfin, on a une tradition mondaine en France qui existe encore. Tu vois, Saint-Germain-des-Prés, terrasse de café, discussion politique et tout. Donc Zemmour il est pas si hors de la plaque que ça. Donc je le donnerai pas mort
si tôt. Mais bon, voilà, tout ça s'annonce assez merdique. Enfin, je dis pas que. Enfin, pour moi, le Covid. Enfin, il faut parler du Covid en fait. Enfin, je comprends pas qu'on parle pas du Covid en fait. Pas pour parler du Covid, mais pour parler de ce qu'a signifié le Covid, de ce que ça veut, de ce que ça a été comme révélateur en fait, comme outil extraordinairement puissant d'asservissement des masses. Il faut en parler quoi. Ben, si t'es à gauche, si t'es Mélenchon, putain, t'en parles pas. Tu parles pas du plus merveilleux outil d'asservissement des masses depuis Staline. Putain, c'est marrant. Et du coup, et ouais, j'ai vu personne parler de ça, et même en écologie, alors que sur l'écologie, il y aurait de quoi parler du Covid, tu vois, de dire finalement, attention, pandémie, la pandémie c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui crée une pandémie? C'est quand on est au contact au contact quand on fait beaucoup d'élevage et que du coup les maladies, tu vois, on parque des bêtes dans des espaces très restreints, du coup les maladies se transmettent facilement, c'est insalubre pour les bestiaux, du coup ils devaient se mettre à contracter des maladies qui se refilent aux humains et du coup on a de plus en plus de... C'est un peu ça l'idée quoi. Donc il semblerait qu'il y ait un rapport avec notre relation au monde sauvage et finalement les possibles pandémies prochaines. Ah, putain, pour un écologiste, vas-y, c'est ton sujet. Vas-y quoi, c'est ton sujet. Au lieu de me parler du nucléaire que tu comprends rien et que t'es nul, bah parle-moi des pandémies. Tu vois, parle-moi d'étalement urbain, parle-moi de front de terre, parle-moi de la mocheté du périurbain, parle-moi d'organisation du territoire. Tu vois, ça me fait rêver quoi. Mais là, Jadot et Rousseau, c'était en gros, on va augmenter le prix du pétrole parce que le carbone c'est mal. Qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que c'est ennuyeux, putain. Qu'est-ce que je m'ennuie dans ces trucs-là, quoi. C'est à tomber par terre. Je suis pas écolo et je serai un meilleur candidat pour l'écologie que ces abrutis, quoi. Donc ouais, il faut vraiment, enfin il faut rien. Il y a rien à faire. Je veux dire, mais c'est triste, quoi, pour moi de voir qu'il y a pas vraiment de débat très intéressant, quoi. Voilà, c'est et puis Zemmour avec l'islam. Moi, au bout d'un moment, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais le truc, c'est que. Enfin, je pense pas que ce soit un problème de relation à l'islam. Je pense que c'est surtout un problème de relation de la France vis-à-vis d'elle-même. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'aborderai le problème. Le problème, c'est pas l'islam. L'islam, à la limite, c'est un ennemi externe si on veut, mais c'est surtout la France. Enfin, les pires en ce moment, c'est pas les islamistes, en un sens. C'est les blancs qui, qui, euh, qui empêche la France d'être la France, qui considère que vouloir être français, patriote, c'est d'extrême droite. C'est ça le problème aujourd'hui. Et qui fait qu'il n'y a pas de communauté nationale qui peut se constituer. Puisqu'on considère qu'être patriote, c'est d'extrême droite, c'est être un nazi. Bah, du coup, personne ne peut être patriote, donc personne ne peut aimer le pays. Donc ils empêchent la communauté nationale de se fondre. Ils empêchent la communauté nationale d'embrasser une véritable dynamique historique et collective en mettant, enfin, en jetant le stigmate sur ce que devrait être le patriotisme en fait. Et en assimilant le patriotisme à la guerre, enfin voilà, le patriotisme c'est forcément la guerre. Voilà. Si on aime la France, c'est qu'on veut la guerre. Tu vois, ouais, oui, c'est logique. Donc voilà, non, il faut pouvoir aimer son pays sans référence à des motivations externes nécessairement, même si c'est un gros moteur, je suis d'accord. Hein, c'est sûr que la haine de l'autre est un gros moteur de la constitution de l'identité personnelle. Mais moi, je pense qu'en fait, non. En fait, non. La haine de l'autre n'est pas le plus gros moteur. C'est un moteur qui peut marcher un petit peu, mais au bout d'un moment, qui prendra pas mal de plomb dans l'aile, et ça ne marchera pas. Donc il faut réfléchir à ces choses-là, et j'aurais aimé trouver des débats sur ces sujets. Évidemment, je les ai pas. Voilà. Et peut-être qu'un jour, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'irai moi-même au front, et puis j'irai sur les plateaux, et j'expliquerai ce que devrait être pour moi un candidat à la présidentielle. En attendant, je fais des vidéos. Mes chers amis, ça a été un plaisir de vous parler. Je vous revois une prochaine fois. On parlera de sujets beaucoup plus excitants, je pense. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt.